Ste van der Grey naquit sur Andromar 5, une planète éloignée située dans le segmentum Lacrima, au sein d'une société industrialo-agricole dominée par de puissantes corporations et des zones urbaines où la pauvreté et les gangs faisaient partie du quotidien. Son père, Garold van der Grey, était un ancien soldat de l'Astra Militarum, un vétéran décoré qui ne pouvait se détacher du goût de la guerre. Il mourut au combat peu avant les 15 ans de Ste, dans un engagement avec des pirates xénos. Garold avait toujours encouragé son fils à suivre ses traces, lui enseignant dès son plus jeune âge les rudiments du combat et l'importance de l'honneur. La mort de son père plongea Ste dans une profonde tristesse, mais elle alluma également une flamme dans son cœur. Ce fut alors qu'il prit la décision de rejoindre l'Astra Militarum pour honorer la mémoire de son père et servir l'Imperium, persuadé que c'était là le seul chemin honorable. À ses 18 ans, Ste s'engagea donc dans l'Astra Militarum, dans l'espoir de forger son destin à l'image de celui de son père. Son départ pour les champs de bataille de l'Imperium marquait le début de sa carrière militaire. Après avoir pris la décision de rejoindre l'Astra Militarum en l'honneur de son père, Ste van der Grey fit ses adieux à sa planète natale sans regret ni hésitation. Son départ se fit dans la simplicité, sans cérémonie, car peu de gens autour de lui comprenaient réellement ce que cela signifiait. L'idée de servir l'Imperium et d'honorer la mémoire de son père n'était qu'une abstraction pour ceux qui n'avaient pas connu la guerre. Mais pour Ste, cela allait bien plus loin que la simple obéissance à un devoir familial. C'était une quête personnelle, un chemin sur lequel il espérait trouver sa propre identité et un sens au sacrifice de son père. Ste fut envoyé à Charonis, une planète caserne, pour suivre sa formation au sein des rangs de l'Astra Militarum. L'académie était connue pour son programme impitoyable. Ici, les jeunes recrues étaient forgés à la dure, dans un environnement marqué par la rigueur et l'exigence. Chaque jour était un défi, chaque épreuve une occasion d'écraser les faibles. Les recrues étaient forcés de se surpasser, que ce soit dans la manipulation des armes, l'entraînement au corps à corps ou encore l'apprentissage des tactiques de guerre. Sous les ordres du major Grimos, un vétéran austère, Ste et ses compagnons durent s'adapter rapidement à une réalité très différente de celle de la vie civile. Le major Grimos n'était ni un père ni un mentor. Il était un maître de guerre impitoyable, façonnant ses recrues à l'image d'une arme fine et mortelle. Dès le premier jour, Grimos afficha une froide détermination à faire de chaque recrue une machine à tuer, sans compassion ni faiblesse. Ste se distingua rapidement parmi ses camarades, non pas pour sa force physique exceptionnelle, mais pour sa capacité à comprendre et analyser les situations avec une acuité rare. Il n'était pas un combattant brut, mais un stratège en devenir. Il avait un don pour observer l'ensemble du champ de bataille et déceler des schémas que d'autres auraient manqués. Cela lui permit d'attirer l'attention du major Grimos, qui s'assura de son respect, bien que cela ne se manifestât jamais par des paroles élogieuses. Grimos préférait ne jamais offrir de satisfaction, préférant concentrer ses recrues sur leurs faiblesses. Les mois passèrent et l'exigence du programme ne faiblissait pas. Les recrues étaient mises à l'épreuve dans des simulations de combat qui semblaient de plus en plus proches de la réalité. Ce qui n'était qu'une routine pour le major Grimos se révéla être un défi de taille pour Ste. Des journées entières étaient passées à courir à travers des terrains d'entraînement, en portant des charges lourdes, en subissant des tirs de balles de plastacier et des attaques simulées. Les punitions pour les échecs étaient sévères, et chaque faute en entraînait de nouvelles, jusqu'à ce que la recrue se relève et continue. À cette époque, Ste perdit plusieurs camarades. Certains abandonnèrent, incapables de faire face à la pression intense. D'autres succombèrent à des blessures pendant les exercices ou les entraînements. Mais Ste ne se laissa pas décourager. Il comprit rapidement que la guerre ne laissait aucune place à la complaisance. Si un soldat ne s'entraînait pas pour chaque possible épreuve, il ne pourrait jamais survivre sur le champ de bataille. Il dut apprendre à contrôler sa peur, à dominer son corps et son esprit, sous l'effet de la fatigue et de la douleur. Son esprit acéré et sa capacité à s'adapter à des situations erratiques lui permirent de survivre, puis de prospérer dans ce cadre brutal. Ses compétences en matière de stratégie et de gestion des hommes se révélèrent également de plus en plus évidentes. Bien qu'il ne fût pas encore en charge de commandement, ses qualités le distinguaient de ses camarades plus impulsifs et brutaux. Et le major Grimos remarqua sa propension à garder son calme dans des situations de grande pression. Ste termina sa formation avec honneur, prêt à rejoindre l'unité de l'Astra Militarum. Son premier déploiement se fit sur la planète Faltor Prime, une colonie agricole dans les régions extérieures du segmentum Lacrima. Faltor Prime avait récemment attiré l'attention d'une wag orque menée par le boss Grimshul. Une armée d'orques assoiffée de destruction approchait à une vitesse alarmante, menaçant de ravager la planète et d'anéantir ses infrastructures essentielles.
L'arrivée de Stay sur Falter Prime fut son premier contact direct avec la réalité de la guerre. Il ne s'agissait plus de simulation, mais d'une lutte pour la survie. Les troupes impériales en infériorité numérique étaient en mauvaise posture dès le début du conflit. La ville de Vorkar était menacée d'assaut, et Stay fut assigné à la défense d'une des lignes de front avec un peloton de recrues peu expérimentés. La première confrontation fut brutale. Les orques, dans leur violence débridée, foncèrent sur les positions impériales sans aucune tactique apparente, se contentant de charger et de massacrer sur leur passage. La différence de comportement entre les orques et les soldats de l'Imperium était frappante. Tandis que les orques se lançaient dans une charge frénétique, les soldats impériaux tenaient leur position, tirant avec discipline et organisation. Stay, dans l'ignorance de ce à quoi il allait faire face, observa avec une concentration intense. Rapidement, il comprit que la clé de la victoire résidait dans la gestion des forces ennemies et la coordination entre les différentes sections. Alors que ces hommes subissaient une pression accablante, Stay réussit à organiser une contre-attaque audacieuse pour couper l'ennemi en deux, utilisant les bâtiments en ruine comme couverture et piégeant l'ennemi dans des zones réduites où la puissance de feu impériale pouvait être déployée efficacement. Lors de l'assaut final, Stay reçut une blessure à la jambe, mais il ne se laissa pas abattre. Avec son équipe, il réussit à repousser les orques et à sauver la position impériale. Cette première expérience sur le terrain forgea Stay. Il prit conscience de l'importance de la tactique et de la gestion des ressources humaines et matérielles. Plus important encore, il réalisa que le courage d'un homme pouvait faire la différence dans une bataille, et qu'un soldat devait toujours avancer, quelle que soit l'ampleur de la douleur. Stay fut décoré pour sa bravoure, mais il ne se laissa jamais emporter par les honneurs. Il savait que cette première victoire n'était que le début de nombreuses autres épreuves. La guerre de l'Imperium ne finirait jamais, et il devait être prêt pour chaque défi à venir. Grâce à son leadership naissant et sa capacité à garder son calme sous pression, Stay Vandergrey devint rapidement un soldat respecté, et sa réputation commença à se forger dans les ombres du champ de bataille. À peine quelques années après sa première expérience de combat sur Falter Prime, Stay Vandergrey se retrouva à nouveau confronté à la guerre, mais cette fois-ci sur sa propre planète, Andromar V. La planète, située dans un coin isolé du segmentum Lacrima, avait toujours été relativement paisible, bien que sous la menace constante de pillards et de pirates. Pourtant, le véritable cauchemar arriva sous la forme des Eldar Noirs. Ces pirates impitoyables et cruels venus des enclaves de Comorak. Les Eldar Noirs, connus pour leur aide brutaux et leur capacité à frapper sans avertissement, commencèrent à s'attaquer aux colonies industrielles et agricoles de la planète. Ces attaques menées par des flottes rapides étaient furtives et sans pitié. Les Eldar Noirs ne cherchaient pas à conquérir ou à coloniser. Leur but était de semer le chaos, de capturer des esclaves et de récolter des âmes dans leur rituel sanglant. Andromar V, une planète au potentiel stratégique élevé en raison de ses ressources naturelles, se retrouva rapidement dans leur ligne de mire. Un jour, une ville en pleine croissance, Vorken, fut détruite en quelques heures. Le vrombissement des transports aériens des pirates, les éclats de lumière des tirs de leurs armes effroyables et la douleur d'un peuple pris au piège étaient devenus une image familière pour Stay. Alors qu'il venait à peine de quitter le confort relatif de la formation et des batailles plus classiques, il fut immédiatement plongé dans la réalité brutale de la guerre asymétrique. En tant que jeune lieutenant, il fut affecté à la défense de Karnog, une ville portuaire clé, et de ses environs. Les Eldar Noirs se battaient différemment de tout ce que Stay avait connu. Leur capacité à frapper et à se retirer avant même que la première salle de l'Astra Militarum n'ait atteint sa cible bouleversait les stratégies impériales traditionnelles. Les Eldar Noirs se déployaient en éclats de lumière, attaquant par petites unités mobiles, souvent en utilisant des armes spéciales capables de percer les armures et blindages de l'Astra Militarum avec une facilité déconcertante. Il n'y avait pas de terrain stable, pas de ligne de front claire avec ses ennemis. Stay apprit rapidement que chaque engagement contre ces xénos était une épreuve de patience et d'adaptation, un jeu de chat et de souris où l'ennemi ne cessait de se jouer des lignes de défense impériales. Pour Stay, cette guerre sans fin dans les ombres eut un effet marquant. C'était une guerre de ressources, d'endurance et de tactique mobile plutôt qu'un combat d'usure classique. Au début, Stay tenta d'appliquer les tactiques qu'il avait apprises durant son entraînement, notamment en cherchant à encadrer les positions ennemies dans des assauts en force. Mais cette approche fut un échec total face à l'élan frénétique des attaques des Eldar Noirs. Ils évitaient habilement les zones de concentration de forces impériales, frappant dans des endroits où les troupes étaient les moins préparées, s'attaquant aux infrastructures critiques comme les raffineries de carburant, les silos de munitions et les postes de communication. L'Astra Militarum peinait à s'adapter à ce type de guerre mobile. Les premiers mois furent terribles pour les habitants d'Andromar V. De nombreuses bases furent détruites dans des raids éclairs
et la population civile se retrouva sans protection. Stay, désormais promu commandant, mena son bataillon dans des escarmouches quotidiennes contre l'ennemi. Chaque jour semblait être une bataille pour la survie. Il organisa des embuscades, utilisant la topographie de la planète pour contrer les attaques des Eldar noirs. Stay parvenait à préserver la ligne de front dans certaines zones, mais les pertes humaines étaient élevées. Les Eldar noirs, en revanche, semblaient toujours avoir un coup d'avance. Leur cruauté était une autre dimension de leur tactique. Non seulement ils emportaient des prisonniers pour les transformer en esclaves, mais ils laissaient parfois des traces de dévastation, des ruines de villes dévastées et des populations entières exterminées pour semer la terreur. Stay et ses hommes se battirent sans relâche, mais chaque victoire semblait immédiatement suivie d'une nouvelle attaque encore plus dévastatrice. Alors que les mois s'étiraient et que la guerre devenait un combat de longue haleine, Stay eut une révélation sur la nature du conflit. Il réalisa que l'Astra Militarum ne pouvait pas simplement espérer écraser les Eldar noirs par la force brute. Il fallait s'adapter, comprendre la psychologie de l'ennemi. Les Eldar noirs se nourrissaient de la souffrance et de la terreur qu'ils provoquaient. Ils attaquaient par vagues, toujours sur la défensive lorsqu'ils étaient confrontés à une résistance organisée. C'était cette résistance que Stay devait exploiter. Sous son commandement, son bataillon développa des stratégies basées sur des actions furtives et des frappes éclairs. Stay força ses hommes à se déplacer sous le couvert de la nuit, utilisant des structures abandonnées et des terrains difficiles pour tendre des embuscades. Bien que les Eldar noirs puissent se déplacer rapidement et apparaître là où ils étaient le moins attendus, Stay apprit à anticiper leurs mouvements grâce à une observation patiente et à des informations de renseignement. Stay prit l'initiative de former des unités de combat spécialisées dans la défense et l'attaque surprise. Des formations capables de se mouvoir dans l'ombre, de poser des pièges et de frapper au moment où l'ennemi s'y attendait le moins. Ces tactiques ne consistaient plus seulement à repousser les assauts. Il apprit à détruire les bases des Eldar noirs, à couper leur capacité à mener des raids en perturbant les lignes d'approvisionnement et en réduisant leur accès à des ressources clés. Cela força les Eldar noirs à se retirer momentanément de certaines zones, leur force amoindrie. Mais malgré les victoires locales de Stay et de ses hommes, la guerre ne semblait pas prête de se terminer. Après 2 années de lutte acharnée, Stay commença à comprendre l'ampleur de la guerre qu'il livrait. Ce n'était pas un simple conflit militaire, mais une guerre psychologique et morale contre un ennemi insaisissable. Le commandant Stay Vandergrey, devenu une figure respectée, comprenait que la bataille pour Andromar V serait une guerre sans fin. Mais il accepta ce fait avec résilience. Et il n'y avait qu'une seule voie à suivre, la défense de sa planète, envers et contre tout. Alors que Stay devenait un leader reconnu dans la résistance contre les Eldar noirs, son lien avec Andromar V se renforça. La planète était bien plus qu'un lieu pour lui, c'était son foyer, son héritage. Chaque victoire qu'il remportait, chaque combat contre l'ennemi devenait plus personnel. Les pertes étaient lourdes, mais Stay n'était pas le genre d'homme à se laisser submerger par le chagrin. Il savait que chaque soldat tombé était un sacrifice sur l'autel de l'Imperium, mais ce sacrifice n'était pas vain. C'était pour Andromar V, pour sa famille, pour son peuple. Les raids des Eldar noirs continuaient, mais Stay commençait à comprendre comment opérer à leur niveau. Au fil du temps, il tissa une toile de défense autour de sa planète, sur ses frontières et au cœur de ses villes, tout en cultivant un réseau d'informateurs et d'espions pour intercepter les mouvements ennemis. Bien que les raids des Eldar noirs ne cessèrent de frapper Andromar V, la population commençait à voir Stay comme un symbole d'espoir, un homme capable de combattre l'invisible, d'affronter l'impossible. Mais la guerre, comme Stay le savait, était loin d'être finie. Il se préparait, car dans l'ombre de chaque victoire, l'ennemi attendait déjà son prochain mouvement. Après 2 années de lutte contre les Eldar noirs sur Andromar V, Stay Vandergrey fut enfin appelé pour une nouvelle mission, bien différente de celle qu'il avait connue. Ses actions héroïques et sa maîtrise croissante des tactiques de guerre irrégulières attirèrent l'attention des hautes sphères de l'Astra Militarum, et il fut promu capitaine. Une distinction rare mais méritée. Son nouveau commandement l'emmena loin de la guerre contre les pirates Eldar, vers les frontières orientales du segmentum Lacrima, une zone stratégique où l'empire de l'humanité faisait face à une insurrection séparatiste menée par un comte local. Cette rébellion, bien que relativement modeste à ses débuts, avait pris de l'ampleur, menaçant l'ordre impérial dans la région. Les séparatistes, menés par le comte Traxos, un noble ambitieux avide de pouvoir et de richesse, avaient profité de la négligence des autorités impériales locales pour étendre leur influence. Le comte Traxos, après avoir acquis une position de pouvoir politique dans une zone périphérique, avait commencé à rassembler des forces rebelles, manipulant les mécontentements locaux pour galvaniser les troupes contre l'Astra Militarum. Les forces séparatistes étaient composées de soldats réguliers déserteurs de l'Astra Militarum, de mercenaires et de milices locales. Mais leur force principale résidait dans la manière dont ils exploitaient la géographie et les ressources locales, rendant chaque engagement plus complexe pour les forces impériales.
Les rapports d'intelligence indiquaient qu'une armée séparatiste bien organisée menaçait de couper en deux le segmentum lacrima. Si elle n'était pas arrêtée à temps, cette rébellion pourrait enflammer toute la région. Ainsi, l'Astra Militarum déploya plusieurs régiments, dont celui de Ste van der Grey, afin de mettre un terme à cette insurrection naissante et de rétablir l'ordre impérial. La région orientale où se déroulait ce conflit était un terrain difficile. Une plaine aride et montagneuse, parsemée de forêts denses et de rivières rapides. Les séparatistes avaient l'avantage du terrain, connaissant chaque sentier et chaque passage, tandis que les forces impériales avaient la lourde tâche de s'étendre sur un vaste territoire pour éliminer les poches de résistance. Ste van der Grey, fort de son expérience acquise contre les Eldar noirs et les différentes campagnes militaires précédentes, se rendit vite compte que cette guerre serait bien plus conventionnelle. Les séparatistes, bien que non aussi puissants que l'Astra Militarum en termes d'équipement et de discipline, possédaient l'avantage de la connaissance locale et d'une capacité à mener des embuscades. Leur stratégie reposait sur des frappes éclairs et des guérillas menées dans la forêt dense et les montagnes, exploitant la confusion pour attaquer les lignes impériales sur leurs points les plus vulnérables. Ste prit la tête de la première division blindée, une unité de tanks Lehman Russ et de véhicules blindés. La stratégie de van der Grey pour vaincre les séparatistes fut fondée sur une combinaison de puissance de feu écrasante et de manœuvres rapides. Il chercha à attirer l'ennemi dans des zones où ses forces blindées pourraient prendre l'avantage tout en manœuvrant pour éviter les pièges que les séparatistes tentaient de tendre. Son premier engagement fut une confrontation frontale avec une division séparatiste retranchée dans une vallée montagneuse. Les rebelles avaient utilisé les montagnes pour se protéger et ils avaient installé une série de batteries de défense, des pièces d'artillerie légères camouflées parmi les rochers et les arbres. Ste ordonna une attaque simultanée de 2 bataillons blindés sur les flancs, tout en envoyant une unité d'infanterie d'élite à pied pour s'emparer des positions ennemies et forcer les rebelles à se battre sur plusieurs fronts. Ce mouvement de pince s'avéra un succès, mais il ne fut pas sans coup. Les séparatistes, bien que désorganisés, avaient montré une grande ténacité et une férocité impressionnantes, et plusieurs tanks furent détruits ou endommagés lors de cette première offensive. Le prix de cette victoire fut lourd. Ste perdit un de ses plus vieux compagnons d'armes, le capitaine Dalun, un vétéran de la campagne précédente. Bien que cette perte affecta profondément Ste, elle lui rappela l'importance de la stratégie sur le terrain et de l'adaptation constante à l'ennemi. Il fit en sorte que Dalun fût honoré dignement et que son bataillon continue de se battre en mémoire de son sacrifice. Alors que les premières victoires de Ste semblaient avoir affaibli les forces séparatistes, les rapports indiquèrent que les troupes rebelles se réorganisaient avec plus de discipline et de cohésion. Le comte Traxios, bien qu'un homme désireux de se voir couronné souverain, avait su rallier sous sa bannière une large portion de la population mécontente des politiques impériales. Ses capacités de commandement et ses discours enflammés faisaient de lui une figure charismatique aux yeux de ses partisans. Ste, désormais à la tête de plusieurs bataillons blindés et d'une brigade d'infanterie d'élite, se retrouva face à une situation de plus en plus complexe. Bien que la guerre se déroulait principalement dans des forêts et des vallées, les séparatistes se mirent à organiser de véritables embuscades et tentèrent de paralyser les lignes de ravitaillement impériales. Traxos et ses généraux avaient compris que la guerre des nerfs pouvait être tout aussi efficace que la guerre de terrain. C'est dans ce contexte que Ste fit une découverte surprenante. Une division séparatiste menée par le comte Varn, l'un des lieutenants de Traxos, tentait de manipuler la population locale pour détourner les ressources essentielles à l'Empire en les transférant secrètement aux forces rebelles. Ste, lors d'une opération de reconnaissance, découvrit un réseau de tunnels et de caches dissimulés sous les bases impériales, utilisés par les séparatistes pour infiltrer et perturber les lignes de communication. Pour contrer cette nouvelle menace, Ste organisa un raid coordonné de plusieurs brigades d'assaut, combinant ses éléments blindés et des troupes spécialisées en infiltration. Ce raid, bien que risqué, fut un succès. Les forces séparatistes furent sévèrement affaiblies et la ligne de ravitaillement rebelle coupée, ce qui força Traxos à reconsidérer sa position. Toutefois, le comte séparatiste ne se rendit pas si facilement. La situation culmina avec un affrontement décisif à Lissara, une grande forteresse contrôlée par Traxos et sa garde personnelle. Ste, après des mois de combats incessants, concentra ses forces dans un assaut final, un siège à grande échelle, destiné à éliminer la menace séparatiste une bonne fois pour toutes. Le siège dura plusieurs jours, avec des combats acharnés, dans la boue et sous les bombardements constants. Les défenseurs de la forteresse étaient tenaces et connaissaient parfaitement les défenses de la citadelle. Mais Ste, grâce à ses tactiques éprouvées et sa connaissance approfondie du terrain, parvint à cerner les positions clés, mettant fin au contrôle de la forteresse par les séparatistes. Lors du combat final, Ste affronta personnellement Traxos dans un duel symbolique, ce qui marqua la fin de l'insurrection. Le comte, blessé et capturé, fut emmené sous escorte impériale, tandis que ses partisans furent soit exécutés, soit emprisonnés pour avoir trahi l'Imperium.
La victoire de Steve Vandergrey sur les séparatistes fut un tournant majeur pour l'Empire dans la région. Non seulement il avait éliminé une menace potentielle, mais il avait aussi affirmé son rôle de leader stratégique capable de s'adapter à de nouvelles formes de guerre, tout en préservant l'intégrité et la puissance des forces impériales. Les rapports des commandants supérieurs arrivèrent pour saluer sa victoire et son habileté sur le terrain. Mais pour Stey, le succès de cette campagne marquait simplement le début de nouvelles épreuves, car il savait que l'Empire, malgré ses triomphes, devait toujours se préparer à de nouvelles menaces. La campagne contre les Tau sur les bordures orientales du Segmentum avait atteint un point critique. Les forces impériales, bien que nombreuses, se retrouvaient engluées dans une guerre d'usure face à un ennemi technologiquement supérieur et stratégiquement habile. La bataille de Vorkor, la planète stratégique riche en ressources et au croisement des routes warp vitales, devint le théâtre d'un affrontement décisif. Steve Vandergrey, un officier prometteur, était alors capitaine d'un régiment blindé de l'Astra Militarum. Son équipe opérait des chars Lehman russes, vénérés pour leur robustesse et leur puissance de feu. Malgré son rang modeste, Stey avait déjà acquis une réputation de stratège audacieux et de meneur inspiré. Ces unités étaient souvent appelées pour les missions les plus périlleuses, où l'initiative et le courage faisaient la différence. Lors de la bataille de Vorkor, les troupes impériales étaient dans une situation désespérée. Les Tau, avec leurs exo-armures élégantes et leurs mécanismes de frappe précises, utilisaient des tactiques de contournement pour encercler l'armée impériale. Les officiers supérieurs, enfermés dans leur doctrine rigide, se refusaient à modifier leurs plans initiaux, même lorsque les écrans tactiques montraient que leurs forces risquaient l'annihilation. Face à cette menace imminente, Stey prit une décision audacieuse. Identifiant un point faible dans les lignes Tau, une zone défendue principalement par des drones et des guerriers de feu en sous-effectif, il proposa un plan de percée. Cependant, son supérieur, craignant une embuscade ou une surestimation des capacités adverses, rejeta l'idée. Refusant de rester passif alors que des milliers de vies étaient en jeu, Stey fit appel à ses unités blindées les plus loyales et menait une charge de sa propre initiative. Les Lehman Russ de Stey, renforcés par quelques équipes de sentinelles blindées et de chimères transportant de l'infanterie, avancèrent à pleine vitesse en direction du point de rupture identifié. L'attaque était brutale et directe. Un contraste frappant avec les mouvements fluides et calculés des Tau. Les canons de bataille rugirent, pulvérisant les positions fortifiées et créant une confusion totale dans les rangs ennemis. Les drones furent incapables de contenir l'assaut, et les guerriers de feu, surpris par la rapidité et l'intensité de l'attaque, se replièrent en désordre. La percée réussit à couper l'armée Tau en deux. Pris au piège, les Tau durent se réorganiser et battre en retraite pour éviter des pertes catastrophiques. La confusion menée par Stey permit à d'autres éléments impériaux de se regrouper et de contre-attaquer, inversant ainsi le cours de la bataille. Le succès de cette manœuvre ne passa pas inaperçu. Les supérieurs de Stey, bien que furieux de son insubordination initiale, ne purent nier l'impact décisif de son initiative. La bataille de Vorkor devint un symbole de l'ingéniosité humaine face à un adversaire technologiquement supérieur. Plus important encore, cette victoire marqua le début de la légende de Steve Vandergrey, considéré comme un héros parmi ses pairs et une inspiration pour ses hommes. Il démontra que la volonté, le courage et une prise de risque calculée pouvaient triompher même dans des situations les plus désespérées. Pour l'Imperium, la percée contre les Tau à Vorkor ne fut pas seulement une victoire militaire, mais aussi un rappel que la foi en l'humanité et en l'Imperium pouvait briser n'importe quelle ligne ennemie. La campagne de Cadris Prime fut l'un des théâtres où Vandergrey démontra l'étendue de ses talents militaires. Cette planète impériale, stratégique pour son industrie manufacturière, était tombée sous le joug de forces chaotiques. La ville de Kratos Magna, encerclée et sur le point de succomber, représentait un objectif prioritaire pour l'état-major impérial. Cependant, les forces à disposition étaient insuffisantes face à l'ennemi. Vandergrey, à la tête de sa propre force blindée, proposa un plan audacieux. Il divisa ses forces en 3 groupes, simulant une retraite sur 2 fronts, tout en concentrant un assaut blindé massif sur le point le plus faible des lignes chaotiques. Cette stratégie risquée mais brillante surprit l'ennemi et permit à ses chars de percer les défenses pour ouvrir un corridor vers la ville assiégée. Malgré des pertes importantes, Vandergrey réussit à sécuriser la ville et à repousser les forces du chaos, sauvant des milliers de civils et en solidifiant sa réputation de stratège. Ce succès fit de lui un officier respecté, mais aussi un héros auprès des populations impériales. La création du 2e régiment nainopien marqua un tournant dans la carrière de Vandergrey. Sous les ordres du colonel Cornelius Altara, il trouva un mentor et un leader qui partageaient sa vision de la guerre. Une approche où l'audace, la discipline et la confiance entre officiers et soldats primaient sur la seule force brute. Le colonel Altara, connu pour son charisme et sa capacité à inspirer ses troupes, prit rapidement Vandergrey sous son aile.
Ensemble, ils élaborèrent des tactiques, mêlant frappe chirurgicale et manœuvres défensives adaptées aux réalités du segmentum lacrima. Cette collaboration devint essentielle lors de la campagne de Durst Prime. Durst Prime, une planète agricole d'importance capitale pour l'approvisionnement des forces impériales, fut la cible d'une flotte russe tyrannide. Lors de l'invasion, un des bataillons de Vandergrey fut coupé du reste des forces impériales. Encerclés dans une vallée rocheuse, les ordres étaient clairs, tenir la position à tout prix. Les tyrannides, infatigables et innombrables, harcelèrent le bataillon jour et nuit. Les soldats résistèrent en utilisant chaque rocher, chaque débris, chaque couverture comme un rempart et en maximisant l'efficacité de leur faible réserve de munitions. Vandergrey ne se contentait pas de donner des ordres. Il combattait aux côtés de ses hommes, renforçant leur détermination par sa simple présence. Pendant ce temps, le colonel Altara mobilisa 2 divisions pour venir en renfort. La bataille qui suivit fut un véritable carnage. Lorsque les renforts atteignirent la vallée, ils trouvèrent un bataillon épuisé mais debout. Ces soldats toujours prêts à se battre malgré les pertes terribles. Cet exploit, autant dû au courage qu'à la stratégie de Vandergrey, scella sa place dans les annales de la garde. Après cette campagne, la relation entre Vandergrey et Altara se renforça davantage. Promu major, Vandergrey devint l'un des plus proches conseillers du colonel, participant à la planification de nombreuses batailles majeures dans le segmentum lacrima. Ses tactiques novatrices, mêlant l'art de la surprise et une maîtrise impressionnante des déploiements mécanisés. Ils firent école parmi les jeunes officiers. Dans chaque conflit, Vandergrey restait fidèle à son code, protéger ses hommes autant que possible et frapper l'ennemi là où il s'y attendait le moins. Sous le commandement d'Altara, il perfectionna cet équilibre entre loyauté envers ses troupes et l'obéissance aux ordres. La guerre contre les hordes orques faisait rage depuis des années. Le flot incessant d'assauts sauvages de la part de la Horde Verte n'avait cessé de menacer les frontières de l'Imperium. Sur le front de cette campagne interminable, le major Steve Vandergrey se distinguait par son sens du commandement et sa capacité à s'adapter aux circonstances chaotiques du champ de bataille. Cependant, ce n'était qu'une première étape dans son ascension vers le commandement d'une armée. Lorsqu'une offensive majeure contre une gigantesque invasion orque éclata dans la région de Kafra, le major Vandergrey fut appelé à prendre les rênes d'une armée entière pour contrer la menace. Le seigneur général Altara, un vétéran chevronné ayant déjà vu plusieurs sièges sanglants, reconnut rapidement l'esprit stratégique du major et lui confia le commandement d'un capitole impérialiste. Cette décision marquait un tournant dans la carrière de Vandergrey, mais aussi dans l'issue de cette guerre qui semblait sans fin. Le Capitole impérialiste, un bastion à l'armement redoutable, était plus qu'un simple prétorien de guerre. Il était une forteresse mobile, capable de déployer ses forces de manière dévastatrice. Cependant, le major savait que la clé de la victoire ne résidait pas seulement dans la puissance de feu de cette immense machine, mais bien dans la manière dont il coordonnerait ses troupes qui allaient suivre ses ordres. C'est là que sa vision unique du commandement allait se révéler. Vandergrey forgea une nouvelle approche tactique qui allait se révéler décisive. Plutôt que de simplement compter sur des assauts massifs de blindés ou sur des formations de garde, il commença à combiner les forces d'une manière fluide, favorisant la synergie entre différents éléments de son armée. Il déploya de grandes compagnies de garde tactique, formées de vétérans aguerris et de soldats d'élite, capables de s'adapter aux conditions changeantes du champ de bataille tout en tenant des positions stratégiques. Mais le véritable tour de force de Vandergrey résidait dans l'utilisation combinée de ses compagnies avec des Lehman russes. Ces imposants tanks de guerre qui étaient l'âme de l'armement de la garde impériale. Il ne se contentait pas de les utiliser comme simple soutien blindé. À chaque bataille, il imposait des manœuvres coordonnées qui forçaient l'ennemi à se disperser et à s'épuiser. Les Lehman russes pilonnaient les lignes orques avec une telle puissance que même les plus redoutables des peaux vertes n'étaient pas à l'abri de leur feu nourri. Mais c'est avec l'incorporation des cavaliers de la mort que la tactique de Vandergrey devint véritablement légendaire. Ces unités d'élite, chevauchant des montures, armées jusqu'aux dents, avaient pour rôle de briser les lignes ennemies, d'effectuer des frappes éclairs et de perturber les positions des commandements orques. Leur vitesse et leur brutalité étaient d'une efficacité imparable, et Vandergrey les utilisa de manière redoutable, les envoyant frapper là où l'ennemi se croyait en sécurité. Les batailles s'enchaînèrent, chacune plus féroce que la précédente. Mais la stratégie de Vandergrey portait ses fruits. Les orques, bien que nombreux et agressifs, n'avaient pas la flexibilité stratégique pour contrer les mouvements précis de l'armée impériale. En un an, l'armée de Vandergrey infligea des pertes massives aux orques, les repoussant des secteurs stratégiques et réduisant leur capacité à maintenir un front organisé. À la fin de la campagne, alors que les orques se repliaient et que la guerre semblait enfin tourner en faveur de l'Impérium, le seigneur général Altara appela Vandergrey pour une réunion privée. Après avoir pris connaissance des résultats impressionnants de la campagne et des pertes infligées à l'ennemi, il prit la décision de promouvoir Vandergrey au rang de colonel, reconnaissant ainsi ses qualités de stratège et de leader.
C'était une reconnaissance bien méritée, non seulement pour sa brillante gestion des troupes, mais aussi pour la manière dont il avait révolutionné la tactique de guerre de la garde impériale, en l'adaptant à l'ennemi sans jamais sacrifier la discipline et l'efficacité. Ce fut ainsi que le colonel Stan Van Der Grey, un simple soldat d'élite au départ, devint l'un des commandants les plus respectés de son époque, une légende vivante au sein de la garde impériale. Son ascension ne fit que commencer, et les batailles à venir ne seraient que celles qui graveraient son nom dans les étoiles et l'histoire de l'Imperium. Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.